Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous et à toutes, ici Maria Lenou, journaliste pour Rue 89 Lyon, et je suis également accompagnée de Pierre Lemerle, lui aussi journaliste pour Rue 89 Lyon. Bonjour Pierre. Bonjour, salut Marie, salut à tous. Alors cela ne vous aura pas échappé, le mois dernier c'était les élections municipales et métropolitaines. Jusque-là, la ville de Lyon et la métropole étaient dirigées par des écologistes et des majorités de gauche plurielles. Mais depuis le 22 mars, Lyon et sa métropole sont dans une situation inédite. La métropole de Lyon a été remportée par le centre et la droite, menée par Véronique Sarcelli, ancienne maire de Sainte-Foy-les-Lyons, qui est à présent à la tête d'une sorte de giga-collectivité au pouvoir très étendu, on y reviendra. Et dans le même temps, Lyon, la ville-centre de la métropole, a reconduit l'écologiste Grégory Doucet à la tête de la mairie, à la suite d'un duel qu'on pourrait qualifier de homérique avec Jean-Michel Aulas, qui a longtemps été vu comme le favori de cette élection, qu'il a finalement perdu. Alors actuellement, dans les médias, tout le monde se pose la question comment cette cohabitation va fonctionner entre la métropole à droite et la ville à gauche, et est-ce que cela ne risque pas de paralyser certains projets ? Véronique Sarcelli a notamment annoncé qu'elle suspendait les travaux prévus sur le réaménagement de la rive droite du Rhône alors qu'il devait débuter fin mars. Donc ces problèmes de cohabitation, on se les posera sûrement bientôt à ce micro, mais pour l'instant, on a préféré revenir sur les coulisses de cette élection. Comment couvrir la plus importante des élections locales en tant que média indépendant et d'enquête, comment naviguer entre les fake news, la communication politique ardue, les coups de pression. Bienvenue dans l'atelier de Rue 89 Lyon, l'émission qui vous parle des coulisses de la conception de l'info avec les moyens de Radio Anthropocène. Merci à eux. Et pour commencer, Pierre, revenons un peu sur la position particulière de Rue 89 Lyon dans cette émission, puisqu'on était en conflit judiciaire avec l'un des deux candidats à la mairie. Je te laisse en dire un petit peu plus. Oui, parfaitement. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée en réalité, parce que du coup, on est attaqué en diffamation par Jean-Michel et Alexandre Aulas, donc son fils, pour une enquête que nous avions publiée en 2023. Donc, jusqu'à cette époque-là, Jean-Michel Aulas n'était pas du tout candidat aux élections municipales, mais il se trouve que le procès et le délibéré sont tombés en plein milieu de la campagne. Donc, il y avait quand même un questionnement qu'on se posait même en interne de comment on va faire, nous, pour suivre une campagne, sachant que quelqu'un nous attaque en procès, quoi. Bon, sans surprise, on a été invité à assez peu de points presse, voire à pas de points presse. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des échanges assez réguliers avec la boîte de communication de M. Aulas, qui est une boîte parisienne qui s'appelle 2017. Avec Romain Abreu, on a souvent eu des échanges relativement cordiaux, avec des côtés un petit peu, comment dire ça poliment, sans utiliser le terme foutage de gueule, on va comme dire foutage de gueule, où on envoyait des messages en disant « Ah, on est surpris, on n'a pas été invité à votre point presse. » Et là, on nous disait « Ah, mais regardez dans vos spams, c'est sûrement dans vos spams. » Enfin bon, bref. Alors que c'était pas du tout dans nos spams. Oui, il y a eu quand même quelques petites mécompréhensions là-dessus, on va dire. Mais en fait, ce qui a été assez étonnant dans ce dossier, enfin, après, on a fait notre travail comme on a pu. On s'est quand même tapé l'incruste sur plusieurs points presse. On a travaillé pour être là, même si on voulait pas de nous. Mais en fait, on n'était pas du tout les seuls journalistes qui avaient des difficultés avec l'équipe de communication de Jean-Michel Aulas. On va le dire assez frontalement. Limite, le fait qu'on ait un conflit judiciaire pouvait laisser entendre qu'on allait avoir quelques difficultés, mais en fait, beaucoup de confrères, et même des confrères parisiens, des journalistes au Monde, des journalistes à Libération, se sont retrouvés exclus à certains moments de la campagne des rendez-vous de M. Aulas. Pour leurs enquêtes ou les articles qu'ils avaient pu publier, ou des fois pour des raisons inconnues. Oui, on n'a pas eu toujours d'explication. C'est arrivé à un point tel que le Club de la presse de Lyon, qui est une institution lyonnaise qui rassemble la plupart des journalistes lyonnais, qui n'est pas connu pour être... qui est relativement pacifique, on va dire, qui n'est pas dans l'attaque en règle générale, a publié un communiqué à ce sujet en demandant à ce que M. Aulas arrête le tri des journalistes. Voilà, faut savoir aussi qu'au début de campagne, il avait accordé des interviews où il demandait des relectures. Donc, il y avait quand même pas mal de choses là-dessus qui posaient des questions.
Et au final, nous, on s'est retrouvés dans une boucle de journalistes qui étaient un petit peu les non-invités. On avait un groupe baptisé les non-invités où on retrouvait des médias indépendants, donc on pourrait se dire, voilà, Rue 89 Lyon, Médiacité ou l'Arrière-Cour, mais on retrouvait aussi des journalistes qui travaillaient pour Libération ou Le Monde. Donc ça allait quand même un peu plus loin que 3-4 médias indépendants qui n'étaient pas invités, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, en tout cas, on a choisi de traiter Jean-Michel Aulas comme un candidat comme les autres, malgré la procédure qui nous opposait à lui. Et notamment, on a du coup travaillé au décryptage de ces différentes propositions. On a aussi essayé de débunker des fake news, la désinformation qu'il pouvait y avoir pendant la campagne. Alors, on a prêté attention à l'ensemble des candidats, mais il faut dire quand même que c'était le camp de Jean-Michel Aulas qui s'est le plus livré à ce genre de choses. Comment nous, on a travaillé dessus, Pierre? Oui, ils se sont livrés beaucoup à ça. Et il faut dire que médiatiquement, ils étaient aussi très exposés. Parce que la figure de M. Aulas, ancien patron de l'Olympique lyonnais, était quand même très présente. Et ça, même il y a un an, tous les médias locaux ont fait leur une sur M. Aulas à un moment. Il allait sur beaucoup de médias parisiens. À quelle époque? Sur France 2, à LCI. Enfin, il a eu une visibilité que n'avaient pas nécessairement des candidats locaux. Et du coup, il était quand même un peu plus scruté que les autres. Je pense que c'est aussi un peu la retombée négative de quand on s'expose, on risque plus de se prendre des coups, quoi. Donc nous, localement, évidemment, et il faut aussi dire quelque chose, c'est qu'il a construit sa campagne autour de propositions phares et des propositions chocs, comme la gratuité des transports pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 € net par mois, comme un tunnel de 8 km sous Lyon, ou comme la construction du métro E qui voulait voir de partir d'Alaï jusqu'à l'aéroport, quoi, en passant par la Part-Dieu et le Grand Stade. Donc nous, en fait, traverse Lyon, donc. Qui traverserait Lyon, oui, en passant par Bellecour. Donc, en fait, nous, on utilise aujourd'hui beaucoup le terme de débunkage, etc. Mais en fait, on fait juste notre boulot. C'est-à-dire qu'on a des annonces, on a un candidat qui dit « pour 2 milliards, on peut faire ça ». On sort la calculette, on sort les enquêtes, on fait des stats et puis on dit 2 milliards, ça rentre pas trop, quoi. Exemple, sur le métro, on a juste fait le travail de recouper et de mettre vraiment un coût. Évidemment, on n'est pas des ingénieurs, hein, mais on peut se baser sur des travaux qui ont été faits notamment par le Citral en amont qui permettent d'avoir le prix que peut coûter la construction d'un kilomètre de métro et de proposer un chiffre sur ce qu'aurait pu coûter un méga métro tel qu'il était envisagé, donc, et qui se fera sûrement qui pourra se faire en tout cas parce que M. Aulas, en tout cas, l'équipe de M. Aulas a gagné à la métropole et c'est la métropole qui est décisionnaire là-dessus. Mais on avait chiffré quelque chose comme un projet qui coûterait à minima 5 milliards. Donc c'est des éléments comme ça où en fait on revient sur des éléments. On est aussi revenu tout au long de la campagne sur des micro-déclarations parce qu'il y a eu beaucoup de jeux de petites phrases, de jeux de je mettrais, je sais pas, 1000, 1200. Là, je prends des exemples qui, d'ailleurs, c'était pas plutôt M. Aulas, c'était plutôt côté extrême droite, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas parlé que de Jean-Michel Aulas. Il y avait aussi Alexandre Dupalais qui était candidat à l'extrême droite, qui parlait du nombre de caméras de surveillance qu'il voulait installer. Enfin, il y a eu beaucoup de chiffres qui sont lancés dans ce genre de campagne, et c'est notre travail de les vérifier. Et on les débunkait dans des articles, mais aussi dans une newsletter. Oui, parfaitement. On a mis en fait en place une newsletter spéciale durant cette campagne qui s'appelle Mairie à tout prix et qui permettait de chroniquer un petit peu, parce que nous, on reste une petite équipe, on ne peut pas traiter toutes les informations, mais ça permettait de faire un résumé. On avait aussi une case spéciale débunkage où on revenait sur un petit peu toutes ces propositions et les difficultés qu'elles pouvaient entraîner. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai un peu parlé des difficultés qu'avait eu M. Aulas avec les journalistes et j'ai aussi parlé de ces projets où il ne revenait pas nécessairement pour faire de la pédagogie derrière, on va le dire gentiment comme ça, et qui ont finalement fini par potentiellement avoir un impact sur l'électorat, parce qu'au final, il perd cette élection alors qu'il paraissait ultra favori.
Et ça, là-dessus, peut-être que Marie, tu pourrais en dire un petit peu un mot, parce que tu es comme notre référente politique à Rue 89 Lyon sur les questions aussi de politique locale. Et c'est vrai on a eu quelques difficultés à expliquer le dégonflage de cette campagne. Donc, Oui, vous pouvez aller lire d'ailleurs un article qu'on a écrit à la suite de la campagne pour expliquer comment la communication de Jean-Michel Aulas s'était finalement crachée dans les dernières semaines de la campagne. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'à la fois ce tri des journalistes, ces projets qui étaient parfois peu chiffrés, peu clairs, les fake news qui pouvaient être lancées aussi par le camp Aulas, ça a fini déjà par fatiguer les journalistes qui, à la base, étaient quand même un peu fascinés par cette image de le chef d'entreprise qui se lance en politique. Et puis, au final, la réalité derrière qui était compliquée pour Jean-Michel Aulas, qui a eu du mal à défendre ses propositions, à être clair, à être précis. Et on l'a vu lors du débat à BFM TV qui s'est déroulé en février, je crois, durant lesquels il a eu du mal à sortir de ses fiches et à se montrer comme un véritable candidat concret et fiable pour la mairie. Et puis aussi, il avait fait le choix de s'entourer d'une boîte de communication parisienne qui a eu la difficile tâche, il faut le reconnaître, de faire tenir une alliance qui allait du centre macroniste, voire un peu du centre-gauche, jusqu'à la droite de Wauquiez, donc la droite la plus dure et la plus libérale aussi, qui a essayé de faire tenir cette alliance, mais qui n'a pas réussi à contenter tout le monde. Donc voilà, les annonces sur l'immigration ou les annonces de tunnels n'ont pas forcément plus au centre-gauche et inversement sur d'autres mesures. Donc à l'intérieur, on a eu, à la suite de la campagne, des mécontentements qui se sont fait entendre. Et puis, à côté de ça, les écologistes, alors à la base, Grégory Doucet devait être la personne en position normalement, pour un maire sortant, on est en position de favori, on est en position du coup d'être challengé par des personnes qui viennent prétendre à la mairie. Et en fait, c'est Doucet lui-même qui s'est retrouvé en position d'outsider, finalement de challenger, qui a été une position compliquée pour lui au début, parce qu'il s'est lancé tard dans la campagne, il s'est fait surprendre par la communication assez efficace de Jean-Michel Aulas au début. Mais une fois que les écologistes se sont lancés dans la campagne en janvier, on a vu une campagne qui était beaucoup plus efficace, c'est-à-dire des mesures concrètes sur la vie quotidienne, sur le logement, sur la sécurité, sur des maisons de santé, sur la bibliothèque municipale, des thématiques qui peuvent parler. Et Grégory Doucet a réussi aussi à se départir un peu d'une image déconnectée, d'écolo déconnectée qu'il a pu avoir et qui a pu être construite aussi par ses adversaires pour se montrer plus accessible. Et aussi, il a mis de côté clairement ses propositions écologistes qui sont un peu passées au second plan derrière propositions sociales et plus concrètes. Oui, d'ailleurs, là-dessus, peut-être juste en dire un petit mot, mais la majorité qui est à la tête de la ville de Lyon aujourd'hui n'est quand même pas la majorité qui était à la ville de Lyon en 2020. Il a quand même laissé de la place aux autres forces politiques de gauche. Oui, en 2020, Grégory Doucet était parti... les écologistes, du coup, derrière Grégory Doucet, étaient partis seuls au premier tour à l'élection municipale. Il y avait aussi une liste socialiste et une liste d'hiver gauche qui était conduite par Nathalie Perrin-Gilbert, mais aussi soutenue par les Insoumis et d'autres mouvements citoyens et autres partis qui s'étaient finalement réunis au second tour et qui avaient fait une majorité donc plurielle de gauche et écologiste. Là, cette fois, la gauche unie était partie derrière Grégory Doucet. Alors, pas avec Nathalie Perrin-Gilbert qui avait décidé de se présenter seule suite à des tensions qu'il y avait pu avoir pendant le mandat. Mais les socialistes, les communistes, l'après, Génération, Place Publique étaient derrière Grégory Doucet et qui a fait une alliance dans le second tour avec une alliance dite technique avec les Insoumis qui, eux, se présentaient sur leur propre liste au premier tour. C'est intéressant de revenir là-dessus parce que du coup, l'élection dont la plupart des médias parisiens ont parlé, c'était évidemment l'élection Lyon, mais l'élection majeure pour nous localement, même si c'est des fois un petit peu compliqué à faire comprendre, c'est en fait l'élection de la métropole. Et pour le coup, la métropole, elle... est passé à droite. Toi, comment tu expliques que, alors que Lyon est quand même la ville-mère de cette métropole, que la plupart des villes centres, donc Lyon, Villeurbanne, mais Vaux-en-Velin et Vénissieux, qui sont à L4, fait quasiment les 60% de la population urbaine de l'agglomération, comment expliquer que la métropole de Lyon est passée à droite ?
Déjà, ce qu'il faut peut-être préciser sur la métropole, c'est que c'est une collectivité qui est unique en France, qui est née en 2015 et qui en fait réunit les compétences d'un département, mais pas que. Et donc, elle gère l'organisation des transports, elle gère le plan local d'urbanisme, elle gère le social, c'est elle qui distribue par exemple le RSA ou qui gère les politiques liées au handicap, qui gère la protection de l'enfance, qui gère pas mal de choses liées au logement. Enfin, en tout cas, c'est une collectivité avec d'énormes pouvoirs. C'est 4 milliards de budget, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, oui, entre 3 et 4 milliards. Alors que la ville de Lyon, c'est plutôt 1,2 milliard. Oui, autour de 1 milliard. Et donc, pour élire, pour les élections métropolitaines, en tout cas, se déroulent donc, à l'échelle de la métropole sur 58 communes. C'est divisé en 14 circonscriptions. Donc, dans chaque circonscription, on vote pour une liste qui donne un nombre de sièges au conseil métropolitain qui finit par élire le président de la métropole. Donc déjà, pour comprendre tout ça, c'est un peu un bazar, sachant qu'à Lyon, il y avait eu 3 scrutins le même jour pour l'arrondissement, pour la ville de Lyon, pour la métropole. Dans toutes les communes de la métropole, il y avait 2 scrutins, la ville et la métropole. Donc déjà, les électeurs avaient de quoi se perdre là-dedans. Et peut-être que Pierre, tu peux dire un mot notamment sur pourquoi la droite a particulièrement fonctionné dans les circonscriptions hors de Lyon et de Villeurbanne. Oui, peut-être là-dessus, juste pour revenir sur ce côté très aussi casse-tête et compliqué, dire que... Bon, nous, tout au long de la campagne, on a eu quand même un fonctionnement où on est plutôt un média de temps long, mais là, on a quand même traité des choses sur le court terme. Faut dire un petit peu ce qu'il est, parce que c'était notamment l'intérêt de cette newsletter Mairie à tout prix dont j'ai parlé précédemment, mais c'était de pouvoir faire quand même des comptes rendus très réguliers de ce qui se passait, parce qu'on jugeait que c'était quand même assez primordial. Et dans l'entre-deux tours, quand arrive cette situation, on sent que la ville... peut rester à gauche et que la métropole peut passer à droite, on a quand même mis un peu le paquet pour comprendre cette élection, parce que très honnêtement, même pour des politiques, des fois, ça fait vraiment sac de nœuds puissance 12 000. Et on en finissait par se demander si à Paris, dans les discussions qu'il y avait au sein de la gauche notamment, certains politiques comprenaient vraiment l'enjeu qu'il y avait derrière la métropole, parce qu'ils se prenaient la tête sur des alliances, sur des circonscriptions, sans voir que potentiellement perdre la métropole, c'était perdre le pouvoir à Lyon. Donc on a quand même pas mal travaillé là-dessus. Mais pour tout dire, on était là avec notre calculette à calculer le nombre de sièges qui pourraient être remportés en fonction du pourcentage. Enfin bref, c'était... On salue Élian Delacôte, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a fait des scénarios en comptant circonscription par circonscription. Est-ce que tant de conseillers plus tant de conseillers, ça peut permettre d'avoir la majorité? Parce que là, on a parlé du fait que la droite avait remporté 10 circonscriptions sur 14, mais si Union de la gauche il y avait eu, on était de manière quasiment assurée sur du 7-7. Cette circonscription à cette circonscription. Mais après, chaque circonscription ne fournit pas le même nombre de sièges. Enfin, c'est une usine à gaz, très honnêtement, qui peut aussi un petit peu dégoûter l'électeur qui ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, en tout cas, de notre point de vue. Donc, les lecteurs et les électeurs. Oui, les lecteurs et les électeurs, avec cette petite lettre. Donc, on a eu quand même un besoin de faire beaucoup de pédagogie. Ceci étant, pour revenir sur cette question quand même du passage de la métropole à droite, nous, ce qu'on a pu observer via un travail de carte a posteriori, poser la question là-dessus, c'est que quand même des communes qui votent habituellement à droite ont beaucoup plus voté à droite qu'aux précédentes élections. On a eu des résultats dans plutôt des communes de l'Ouest lyonnais, mais même aussi dans l'Est, où des maires de droite étaient réélus à des scores qui qualifiaient eux-mêmes, en se marrant un petit peu, de staliniens, quoi. Et où ils étaient surpris de leurs résultats tellement ils étaient bons. Donc nous, à Froid, on a eu aussi un travail d'analyse pour montrer quand même que ces résultats, ils venaient pas de nulle part. Ils venaient aussi... Alors, on peut débattre de la vérité ou pas de ça, mais d'une espèce d'opposition aux écologistes et potentiellement aux pistes cyclables, à la ZFE, la zone la ZL, la zone à trafic limité. Voilà, moi j'ai un élu centriste qui m'a parlé de petite musique. Du coup, ça dit quand même que même certains centristes, donc qui étaient plutôt contents du résultat des élections,
ont bien conscience que c'est une petite musique, que tout n'est pas forcément vrai, qu'il y a des choses qui sont potentiellement exagérées, mais qui a un fond de vrai quand même, mais qui faisait qu'il y a une partie de la population qui a vraiment voté contre les écolos, et cela de manière plus flagrante que ce qu'ils peuvent faire dans une élection nationale, par exemple. C'est pour ça que nous, on a fait notamment un papier sur la question de l'écolo-bashing, parce que quand même, politiquement, ce refrain a plutôt fonctionné, quoi. Bon, là, tu parles d'analyse à froid après les élections, mais concrètement, pendant les élections, comment nous, on a fonctionné, en particulier pendant les soirées électorales, du coup, des dimanches 15 et 22 mars? Oui, parce qu'on on a un petit peu parlé, du coup, déjà du traitement un peu sur long terme, mais le jour J, on se retrouve avec une nuit entière en fait, de boulot, parce que, du coup, en règle générale, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un direct qui commençait à midi. Mais les derniers résultats tombent dans la nuit vers minuit, 1h, 2h du matin, quand il y a vraiment des retards avec le ministère de l'Intérieur. Donc il faut imaginer qu'on avait ce direct, on avait plusieurs cartes qui ont été faites par notre développeur Geoffrey, qui permettaient d'avoir les résultats commune par commune au fur et à mesure. Et puis après, au fur et à mesure de la soirée, on travaille sur la matière qu'on reçoit, c'est-à-dire des résultats. À partir de 18h, on a les résultats de la plupart des communes du Rhône, parce que les bureaux ferment à 18h dans les communes rurales. Et en réalité, dans la plupart des communes du Rhône, le maire était connu dès le premier tour parce qu'il n'y a qu'une liste. Mais à Lyon et Villeurbanne, ça tombe à 20h. Et tu parlais du triple scrutin. Ça ferme à 20h. Ça ferme à 20h, pardon. Et ça rend les comptes très difficiles à faire. Donc nous, on a investi plusieurs lieux, d'une part plusieurs QG, les QG des écologistes, les QG de Grand Cœur Lyonnais. C'est là où les candidats et les militants se réunissent les soirs de soirée électorale. Pour avoir un peu de la réaction à chaud, tout à fait. Et on était aussi à la préfecture. Voilà, c'est un truc, ça fait un petit peu coulisses backstage, mais en fait, la plupart des élus passent à la préfecture du Rhône les soirs de résultats. Il y a beaucoup de journalistes qui y travaillent. Et on a ce qu'on appelle la salle des pas perdus, où, grosso modo, les élus viennent manger des petits fours et se font interroger par des journalistes qui passent, quoi. Donc, il faut imaginer que c'est une ambiance un peu particulière, avec certains qui sont très contents, d'autres qui tirent la tronche, pour le dire gentiment, même si généralement ceux qui tirent le plus la tronche ne viennent pas dans la salle des pas perdus, et que là, on peut avoir un peu de la réaction à chaud, des avis politiques, etc. Et donc, nous, on avait un fonctionnement avec... des gens à la préfecture, des gens dans les QG pour avoir des réactions. On avait aussi plusieurs pigistes qu'on a embauchés, qui étaient notamment à Villeurbanne, parce que ça nous paraissait très important d'avoir ce qui se passait dans la deuxième plus grande ville de la métropole, qui est une position très centrale. Et on a reçu aussi le soutien de nos précieux anciens, voilà, les tauliers de la rédaction de Rue 89 Lyon, Dalia Daoud, Laurent Burlet et Bertrand Angelabal Oliveira, qui nous ont donné un sacré coup de pouce là-dessus, donc, et qui nous ont aidés notamment pour de la relecture et parfois sur des papiers en amenant leur regard un petit peu, je ne vais pas dire historique parce que je vais me prendre un coup de balai, mais avec un peu plus de recul sur ces élections, quoi. Donc on a presque doublé, voire triplé les effectifs de Rue 89 Lyon sur ces soirées-là. Oui, c'est des soirées qui sont vraiment très denses, surtout pour des petites rédactions comme nous, hein. On est quand même trois journalistes temps plein. On a Méline qui nous a accompagnés tout le long de la campagne, donc on était 4. Mais ça reste des moments où voilà, les 2 soirées se terminent à 4h30 du matin et on se fait virer par la préfecture parce qu'ils sont en mode oui, nous aussi on va aller se coucher, quoi. Donc finissez de travailler chez vous, s'il vous plaît, quoi. Grosso modo, ça se passe comme ça. Et on est plutôt content de comment ça marchait, et puis surtout ça montre à quel point les élections locales ont intéressé, parce que notre site a craché le premier soir des élections, tellement il y avait de connexions sur nos pages résultats, mais aussi sur notre live, ce qui a été réparé pour le second tour. Oui, on a quand même perdu quelques cheveux dans la bataille, mais oui, tout à fait. Et je rajoute que dans les effectifs, on avait aussi un photographe qui nous a pas mal aidé ce soir-là. Mais c'est vrai que comme ça, on pourrait croire qu'on a fait un peu que de l'actu chaude. Alors, c'est pas vraiment vrai. Nous, notre cœur de métier, ça reste l'enquête. Et on a publié quand même plusieurs enquêtes, parfois dans des timings assez serrés, il faut le dire. Avant le premier tour, avant le deuxième tour, je me disais que Marie, vu que tu as collaboré notamment à 2 de ces enquêtes, tu voudrais peut-être nous en dire un mot.
Oui, alors pour en donner quelques exemples, juste avant le premier tour, donc 3 jours avant le premier tour, je crois, on a publié une enquête sur des salariés, des agents de la commune d'Oulin-Pierre-Bénite et notamment les conséquences qu'avait eu la fusion entre ces deux communes sur ces agents. On a publié aussi sur les conséquences, même 10 ans après, d'une affaire de violence sexiste et sexuelle à la mairie de Vaux-en-Velin. Et on a publié avant le second tour, on a révélé qu'il y avait un signalement envers la maire du 9e arrondissement de Lyon concernant son management et voilà, des agents qui se sentaient mal au travail. Anne Brément. Anne On n'a Brément, pas la nommer. tout à fait. On parle de ça, donc on a mené des enquêtes un peu parfois je n'allais pas dire en dernier moment, parce qu'une enquête, on prend toujours le temps de la faire et on prend toujours le temps de bien rassembler les éléments, faire le contradictoire. En tout cas, on ne bâcle jamais d'enquête, mais on a parfois, avant une élection, des informations qui nous arrivent quelques temps avant. Pourquoi ? Parce que en fait, les élections réveillent chez des personnes une indignation, des affects, ça libère la parole de personnes qui vont se tourner vers des journalistes ou qui vont vouloir révéler des informations à quelques semaines ou jours d'une élection. Donc nous, c'est toujours la question du tri de ces informations. Est-ce qu'elles sont d'utilité publique ? Est-ce qu'on a le temps d'enquêter dessus correctement ? Et parfois, ça peut être reproché aux journalistes et aux médias d'enquête de publier avant des élections ou peu avant des élections des informations sur des candidats, sur des listes qui se présentent. On comprend tout à fait ces interrogations, mais nous, on a une question en retour, c'est si on avait retenu ces informations et qu'on les avait publiées après les élections, est-ce qu'on ne pourrait pas également nous le reprocher d'avoir épargné ou pas un candidat ? Et donc, ça se pose la question de quel est l'intérêt en fait du journalisme ? Nous, en tant que journalistes, ce qui nous intéresse, ça fait peut-être un peu pompeux de le dire comme ça, mais la manifestation publique de la vérité, l'intérêt général et le droit d'information complète des citoyens. Et donc, c'est pour ça que parfois, il y a des enquêtes ou des informations qui sortent quelques jours avant une élection, et ça ne veut pas dire qu'on veut influencer l'élection, mais juste que la logique journalistique n'est pas la même que la logique politique. Oui. Je précise quand même que de toute manière, si une enquête n'est pas prête, elle ne paraît pas à ce moment-là, quoi. Mais il y a aussi des logiques d'agenda où on ne peut pas faire non plus autrement. Tout à fait. Et pour dire aussi, l'ensemble de ces enquêtes n'ont aucune... les différentes enquêtes ont été dirigées vers différents camps politiques, donc on n'a pas du tout... Oui. Ce n'est pas ciblé non plus. Pour le coup, oui, Oulin-Pierre-Bénite est une commune dirigée par Jérôme Moreau, donc à droite. Bon, la mairie du 9e était du coup écologiste, même si maintenant elle est socialiste, mais ce n'est pas lié à l'enquête, mais plutôt à des accords entre les partis. Et du coup, la mairie de Vaux-en-Velin était à ce moment-là socialiste. Donc au moins, on ne peut pas nous reprocher d'avoir tapé sur un camp plus que sur l'autre. On peut aussi noter qu'on avait aussi fait des révélations sur un candidat grand cœur lyonnais, en tout cas qui s'annonçait grand cœur lyonnais, mais à Champagne-au-Mont-d'Or qui avait des dérives... on peut dire identitaire, avec une grosse obsession sur l'immigration, et que nous avions aussi révélé des affaires sur le Rassemblement national, notamment le numéro 2 de la liste de Madame Joncourt, tu me dis si j'ai des bêtises, c'est ça, à Saint-Priest. À Saint-Priest, oui. Monsieur Pozzi. Donc voilà, tout le monde a eu le droit à ces enquêtes. Tout le monde a eu le droit à des enquêtes. On peut dire qu'on était relativement complet là-dessus. On arrive à la fin de cette émission. Pierre, je vais te laisser le mot de la fin. Quelle leçon on peut tirer de cette période médiatique, de cette campagne municipale ? Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, nous, à Rue 89 Lyon ? Ce qu'on peut tirer d'un point de vue vraiment purement, on va dire comme leçon purement médiatique, c'est déjà méfiez-vous des médias parisiens. Non, mais parce qu'il y a eu un tropisme pendant toute cette campagne sur le duel entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, alors que, comme on vient d'en parler assez longuement, en fait, le cœur du pouvoir à Lyon, c'est la métropole. Et c'est toujours assez étonnant de voir sur des plateaux télé à Paris des grands débats sur Monsieur Aulas, qui, du fait de sa position d'ancien patron de l'Olympique Lyonnais et de chef d'entreprise, personnalité médiatique, attirait beaucoup la lumière. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des journalistes qui parlent d'une situation qu'ils connaissent assez mal. Et du coup, même pour des habitants de la métropole, etc., ça peut prêter à confusion, surtout que autre enseignement, on a pu voir que les rouages de la métropole étaient encore assez peu connus et qu'il y avait encore un travail pédagogique à faire, notamment vis-à-vis des électeurs. Donc,
pour nous, il va y avoir clairement toujours un travail pédagogique à faire là-dessus. À quoi sert la métropole ? Pourquoi certains projets du maire de Lyon ne pourront pas se faire ? Pourquoi certains projets de la métropole de Lyon ne pourront sûrement pas se faire non plus ? Parce que le maire de Lyon va potentiellement pouvoir bloquer aussi des sujets. Et puis, on a tout un nouvel exécutif métropolitain sur lequel on va pouvoir aussi s'intéresser, avec des visages plutôt connus à droite, mais on a aussi l'arrivée dans l'exécutif d'un grand chef d'entreprise, Monsieur Aulas, et d'autres personnalités du monde de l'économie. Donc, ça va nous amener quand même pas mal de questions et de pistes de réflexion sur de potentielles enquêtes. Voilà. Je pense qu'on aura de quoi travailler sur ces différents sujets, plus le fait de suivre évidemment les premiers pas des nouveaux élus, voir comment se passe la coopération entre Madame Sarcelli, présidente de la métropole de Lyon, et Monsieur Doucet. Je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Et pour être tout à fait complète, si Jean-Michel Aulas a perdu l'élection à la mairie de Lyon, il est quand même premier vice-président de la métropole, donc il n'a pas fini de faire parler de lui, je pense, ces prochains mois. Merci Pierre pour cette émission. Merci à Radio Anthropocène. Merci. Au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.